aujourd'hui, pour ce café, on repart dans le domaine de la simulation et dans la veine de ce qui avait déjà été fait dans le café numéro 13. On avait accueilli les collègues de Simpro, donc les collègues internes à l'Université de Mons. Cette fois, on va rencontrer d'autres collègues au bénéfice d'un séminaire qui a lieu à Mons et qui nous permet de rencontrer une série de collègues. Et on va commencer aujourd'hui avec Meryl Paquet. Bonjour Meryl. Bonjour. Meryl nous vient de l'Université de Liège et du domaine des soins infirmiers. Est-ce que tu peux présenter un peu de ton parcours ? Oui. Donc pour le moment, moi en fait, je travaille vraiment dans tout ce qui est gestion, qualité, sécurité des soins au niveau des urgences, donc que ce soit infirmier ou médical. Et de base, en fait, je suis infirmière et j'ai ensuite fait un master en gestion. Durant ce master en gestion, j'ai commencé à beaucoup aimer tout ce qui était en lien avec la qualité et la sécurité des soins, mais aussi le management. Et j'ai ensuite été embauchée par l'Université de Liège pour travailler sur la simulation. Je ne connaissais pas trop ce qu'était la simulation à ce moment-là. Et c'est là que je suis tombée réellement amoureuse de la simulation et que je n'en suis jamais vraiment sortie. D'accord, tout en restant dans le domaine de la santé. Oui, tout en gardant un pied au niveau de l'hôpital et au niveau des soins. Et je me suis laissé dire qu'une thèse était presque sur le point d'aboutir, là, dans les quelques jours qui viennent. Elle porte sur quoi ? Dans les quelques semaines qui viennent. Et donc, c'est sur les débriefings cliniques routiniers aux urgences et comment est-ce qu'on peut utiliser ces débriefings comme un outil managérial pour la qualité et la sécurité des soins, mais aussi pour améliorer le bien-être du personnel, que ce soit médical ou infirmier. Alors, on parle beaucoup de simulation, forcément ici, on a une vision de ce qu'est la simulation, mais comment est-ce que tu décrirais ce que vous faites, vous, dans le contexte où tu travailles ? Quel genre de simulation ? Comment est-ce qu'on pourrait décrire le travail ? Alors, la simulation où je travaille, que ce soit au niveau du centre de simulation de l'Université de Liège ou au niveau des urgences, j'aurais plutôt envie de dire que c'est une culture. C'est vraiment une culture, c'est une pratique réflexive. Et donc, c'est un outil qu'on va utiliser de différentes manières. On l'a bien sûr au niveau du centre de simulation, au niveau de l'Université de Liège, comme un outil pour acquérir des compétences techniques et non techniques. Maintenant, nous, ce qui nous a le plus intéressé, c'est de voir comment est-ce qu'on pouvait utiliser ces principes de la simulation, ces valeurs de la simulation tous les jours et pas spécialement devoir aller dans un laboratoire de simulation pour apprendre et donc transposer réellement ces acquis dans le milieu clinique et pouvoir faire en sorte que n'importe quelle situation que nous vivons tous les jours, en y appliquant des techniques de simulation, on puisse avoir le même résultat et donc vraiment essayer de développer une pratique réflexive et à travers cette pratique réflexive, soit réaliser des acquis, donc faire en sorte d'avoir des acquis, ou alors utiliser le contenu de ces débriefings et de cette pratique comme outil managérial ou pour améliorer la qualité et la sécurité des soins. Mais ça veut dire que vous faites de la simulation sur les vrais plateaux de soins ? On fait de la simulation sur la journée qu'ont passé les infirmiers et les médecins. Et donc, au lieu d'avoir créé un scénario et de débriefer leur scénario, on débriefe leur journée de soins. Oui, mais alors c'est plus vraiment de la simulation, c'est la vraie vie que vous exploitez. Alors oui et non. Comme je le disais, pour moi, la simulation, c'est réellement une culture, c'est une philosophie, ça va au-delà du laboratoire de simulation. On le dit souvent, d'ailleurs, la simulation, c'est un prétexte au débriefing. Et nous, finalement, on s'est dit, on a des journées complètes, on a plein de situations, et en fait, ces journées-là pourraient être un prétexte au débriefing. Et donc, d'une certaine manière, on a un peu inversé le paradigme où en simulation, pour la pédagogie, c'est le facilitateur, donc c'est le débriefeur qui va amener un enseignement au niveau des participants, et c'est les participants qui vont apprendre. Dans le cadre de notre travail sur les débriefings cliniques routiniers, c'est le contraire, c'est le facilitateur qui va apprendre des participants. D'accord, mais ça veut dire concrètement que vous suivez vos soignants toute la journée et puis vous vous retrouvez en fin de journée pour en parler ? Alors j'aimerais bien les suivre toute la journée, maintenant c'est pas totalement possible. Donc, en fait, ils réalisent leur journée de soins. En fin de journée, donc, le débriefeur recueille l'équipe, donc les amène. En général, c'est à la tisanerie, donc un endroit qui, d'un point de vue sécurité psychologique, est safe, donc est vraiment, on va dire, le plus optimal possible, mais qui reste dans l'environnement clinique. Et en ne sachant pas ce qui a été vécu la journée, le débriefeur, en fait, demande les succès du jour, ce qui s'est bien passé, ce qui s'est moins bien passé. Et donc là, on identifie ce qu'on appelle les plus et les deltas. Et ensuite, sur base de ça, on va essayer d'analyser ces différentes situations et de voir
comment est-ce qu'on aurait pu changer les choses, comment est-ce qu'on peut essayer de transposer certains succès à la pause d'après, et surtout, lorsqu'on identifie les problèmes, quelles sont les solutions que l'équipe souhaiterait apporter par rapport aux problèmes qu'ils ont rencontrés. Mhm. Et si je suis bien informé, vous ne vous occupez pas que des problèmes médico-techniques, vous vous intéressez à d'autres compétences, des compétences transversales. Comment est-ce que vous les appelez ça? J'aime bien utiliser plutôt le terme de compétences humaines. Donc, c'est vrai que les compétences plus techniques, c'est vraiment en fait une toute petite partie de ces débriefings. En général, les équipes remontent plus souvent des problématiques organisationnelles, de communication, d'assertivité, de leadership. Et donc, on va plutôt discuter de ça ou parfois des problèmes procéduraux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va vraiment leur demander quelles sont les solutions que eux veulent apporter, comment est-ce que eux voient les choses, histoire aussi qu'il y ait un empowerment au niveau de l'équipe et que les solutions en fait, qui émergent soient vraiment au plus proche du terrain. Mais comment est-ce que vous nourrissez alors, par exemple, cette réflexion des travaux de recherche, des connaissances comment se fait ce va-et-vient entre les connaissances qu'on a soi-même, sur lesquelles on peut bâtir, et puis l'extérieur, les connaissances qu'on peut acquérir, qu'on rencontre. Sinon, on peut tourner en vase clos. Oui, c'est une excellente question. Donc, à savoir que les débriefings cliniques routiniers, ils ont amené un changement total de l'organisation au niveau du service des urgences, parce qu'il n'y a pas que le débriefing. Il y a vraiment aussi toute la structure qui a été mise en place autour. Et donc, par exemple, changer la structure de leadership, créer une structure de leadership qui est médico-infirmière, voir comment est-ce qu'on pouvait remonter les informations de ces débriefings pour les structurer et les utiliser, que ce soit d'un point de vue pédagogie, d'un point de vue management. Et ensuite de former différentes personnes pour pouvoir faire ce rôle de débriefeur. Et donc les personnes qui sont formées à être débriefeurs, ce sont des personnes qui ont suivi une formation spécifique. Et donc durant le débriefing, elles peuvent utiliser leurs connaissances, leurs opinions, leurs principes et les injecter dans le débriefing comme, on va dire, une opinion qui pourrait être validée ou invalidée par l'équipe. Donc, à savoir que c'est des briefings qui sont assez courts. Ils durent en général en 10 et 15 minutes. D'accord. Et donc, justement, on va essayer de ne pas trop développer tous les points qu'on identifie. On va vraiment essayer d'identifier une thématique qu'on trouve intéressante et là, de l'explorer davantage. Mais donc, en général, en 12-15 minutes, on a l'occasion de voir un seul sujet, de l'explorer. Et de voir justement quelles sont les solutions apportées par l'équipe par rapport à ce sujet spécifique. Et vu de l'extérieur, pour nous, le domaine médical, c'est un domaine évidemment hiérarchisé, où chacun a sa place, occupe sa place, et un médecin, un infirmier, c'est pas pareil. Comment ça fonctionne? Ce sont des débriefings avec des équipes hétérogènes? Oui, donc tout à fait. Donc on a des médecins, donc des superviseurs, on a des médecins assistants, donc des médecins qui sont toujours en formation, on a des infirmiers, on a aussi les stagiaires. Et donc ça, c'était réellement notre volonté, c'était que ces débriefings soient le plus pluridisciplinaires possible, parce que de un, ça va augmenter d'un point de vue pertinence et vision de la situation, on va pouvoir confronter les différents points de vue. Et quand on va demander justement quelles sont les solutions soulevées par l'équipe, ça va être des solutions qui seront validées par l'ensemble du groupe. Le deuxième point, c'est que notre hypothèse était que le fait de mettre en place des débriefings cliniques routiniers qui reprenaient l'ensemble de l'équipe allait d'une certaine manière diminuer le tribalisme. Donc le tribalisme, c'est cette notion de les infirmiers, les médecins, eux versus nous. Et donc ça, on le voit au niveau de la littérature, que le fait d'amener plus de sessions, de rencontres ou de moments d'échange ou de réflexivité entre différentes professions tend à diminuer ce tribalisme. Et donc, on l'a via la simulation. Et donc, ici, on le transpose au niveau des débriefings. Et ça se fait à la demande ou bien c'est institué toutes les X journées de travail? Comment ça s'organise? Ils ont plein de choses à faire et aux urgences en particulier. Donc, comment vous faites cette petite place? Alors, ça n'a pas été facile de faire une petite place. Maintenant, on a en fait imposé un peu ces moments-là. Donc, on a 2 sites d'urgence et on essaye d'avoir minimum
minimum 2 débriefings par semaine par site, donc 4 au total. Et donc là, il y a un horaire qui est établi pour que les participants puissent voir qu'en commençant leur journée de travail, à la fin de la journée de travail, il y aura un débriefing. Et maintenant, si par exemple, il y a une journée de travail pour laquelle il n'y avait pas de débriefing qui était prévu, mais qu'il y a un besoin qui se fait ressentir, là, en fonction des débriefeurs formés et disponibles, on essaye de faire un débriefing en fin de journée. Et donc, c'est vrai qu'il n'y a aucun moment qui est réellement idéal pour faire ce débriefing. Maintenant, nous, on a décidé de le faire à la fin, après la transmission médico-infirmière, donc de la pause de l'après-midi. Donc, il y a un petit battement de 10-15 minutes, justement. Et donc, on a décidé de mettre le débriefing à ce moment-là parce que c'était le moins pire des moments, mais aussi que ça permettait d'avoir une journée complète au niveau infirmier. Et il n'y a pas des anguilles qui essaient d'échapper au débriefing, globalement? Comment ça se passe? Alors si, bien sûr, et je pense que ce ne serait pas aussi drôle s'il n'y avait pas d'anguilles qui essayaient d'échapper à ces débriefings. Et c'est ça toute la beauté de la chose, c'est que les débriefings et la simulation, on va dire, c'était un point, mais finalement, on se rend compte que ce qu'il y a autour, c'est vraiment une gestion du changement, de la science, de l'innovation, et comment est-ce qu'on accompagne les différents participants à ce changement. Et donc, on est parti du principe que des résistances, on en aurait toujours et qu'il fallait essayer de comprendre ces résistances et que c'était aussi un processus qui devait être adaptable. Et donc, à certaines périodes, il y a une forte adhésion au niveau des débriefings. À d'autres moments, il y en a beaucoup moins. Et donc là, c'est aussi un indicateur de se dire, s'il y a une adhésion qui est moindre maintenant, c'est peut-être qu'on doit adapter notre processus, peut-être qu'on doit réévaluer la manière dont on fait les choses et voir si ça correspond toujours aux besoins de l'équipe. Et donc, au final, on s'est dit, notre processus de débriefing clinique routinier, ça nous permet de relever des éléments pour la sécurité, la qualité et mettre en place des améliorations continues. Mais notre processus de débriefing fait aussi l'objet d'un processus d'amélioration continue. Et donc, la manière dont on faisait les débriefings il y a 2 ans n'est plus du tout la même que maintenant. Et on peut faire de la recherche là-dessus, alors, apparemment. Et donc, on peut faire de la recherche là-dessus. Donc, il y a différents centres de simulation ou hospitaliers à travers le monde qui travaillent là-dessus. On a notamment des collègues de Boston qui vont plus travailler sur comment réaliser un débriefing clinique de manière optimale. Nos collègues suisses vont plus évaluer l'impact au niveau de la fatigue émotionnelle. Et nous, parce que c'était aussi, on va dire, mon tropisme, c'était de travailler plus sur l'ancrage managérial. Comment est-ce qu'on peut utiliser ces débriefings comme un outil de gestion du changement? Comment est-ce qu'on peut l'utiliser pour faire en sorte que l'entreprise devienne plus apprenante? Donc, vraiment les théories d'organisation apprenante. Et donc, de voir finalement, parce qu'on va avoir une masse de données qui remonte, et de se dire, de quoi est-ce qu'on parle déjà en débriefing? À quoi est-ce que ça aboutit? Et quel changement est-ce qu'on peut faire sur base de ça? D'accord. Je pense qu'on va retrouver, en tout cas en dessous de la vidéo, tous les liens qu'on voudrait bien mettre vers les travaux et vers la présentation. En tout cas, merci pour cette présentation et ce partage avec nous. Merci Meryl. C'était avec plaisir.